Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, voici les titres. Hier, à l'université de Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à défendre la souveraineté monétaire qui reste un enjeu crucial. C'était lors d'un débat co-animé avec Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis à Diamniadio, le Premier ministre Ousmane Sonko a apporté des éclaircissements sur une enveloppe de 717 milliards injectés par l'État du Sénégal dans la construction d'ouvrages de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales dans la restructuration de zones inondables ainsi que dans le relogement de sinistrés. Il a ainsi demandé un audit profond dans ce dossier. C'était en marge d'un conseil interministériel sur les inondations. Vous suivrez également les détails dans cette édition. Et puis, journée scientifique à l'ENTSS, une journée qui tournait autour du thème « Quelle orientation pour le travail social au Sénégal ?» Dans un contexte marqué par des mutations. C'était le thème occasion saisie par ces travailleurs sociaux pour demander plus de considération venant des autorités étatiques. Vous suivrez la réaction de leur directeur dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. D'un débat co-animé conjointement par Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, et Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, le leader du PASTEF. Ousmane Sonko a profité de cette tribune pour critiquer la présence de bases militaires de la France au Sénégal, des propos recueillis par Mansour Diassé. La présence de bases militaires étrangères au Sénégal suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances, nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Ceci ne remet pas en question les accords de défense. Nous entretenons les accords de défense avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine même, je crois, beaucoup de pays. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères. Restons toujours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à détailler les défis qui attendent l'Afrique face à la complexité des relations internationales, mais aussi la question de la souveraineté nationale. Mansour Diassé pour plus de détails. Les relations entre l'Afrique et l'Europe, particulièrement le Sénégal et la France, ont été naturellement à l'ordre du jour lors de la conférence de presse conjointe animée par le leader du PASTEF Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti La France Insoumise, LFI. Sans surprise, dès l'entame de son propos, Sonko a listé les défis majeurs qui attendent les pays africains face à la complexité des relations internationales. Sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrance et d'aspiration. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste. Ousmane Sonko n'a pas manqué dans son discours de relever devant Jean-Luc Mélenchon la question des homosexuels et du mouvement LGBT au Sénégal.
Vos droits tels que ceux liés au genre cristallisent énormément de passion et d'incompréhension, tant elle met face à face des cultures, des civilisations et des systèmes politiques à la vision diamétralement opposée. Principal précurseur d'une monnaie souveraine, le leader du PASTEF n'a pas manqué de soulever son note les irrégularités de la gestion monétaire du franc CFA. Un État digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie. Voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé Solutions pour un Sénégal nouveau. Je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue. Mélenchon, quant à lui, magnifie la position de l'État du Sénégal face à l'injustice que subit le peuple palestinien. Mais aussi, il n'a pas manqué d'évoquer les relations France-Afrique, voire Europe-Afrique. Que la jeunesse du monde entier solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Et le Sénégal peut être fier d'avoir été le premier à faire un Arafat et à ouvrir ici une ambassade de la Palestine. J'avais été sidéré qu'un représentant de mon pays se demande si l'être africain était entré dans l'histoire, et pas seulement lui politiquement. Et puis, la question de l'homosexualité soulevée lors de cette conférence revient au cœur des débats. L'imam Mokhtar Ndiaye est formel pour lui. La réponse d'Ousmane Sonko à Jean-Luc Mélenchon à propos de l'homosexualité est la meilleure. Pour le religieux, le Premier ministre a bien fait de remettre à sa place le leader de la France insoumise qui animait avec le chef de file de PASTEF une conférence à l'université Cheikh Anta Diop mercredi. Nous l'écoutons. La réponse du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, concernant bien entendu l'homosexualité, nous rassure en tant que religieux. Le Sénégal, pour ceux qui le connaissent, ne va jamais légaliser l'homosexualité, et qui, je rappelle, est au regard de l'islam une abomination sans pareil. Une pratique contre nature qui ne rime pas ni avec nos coutumes, ni avec nos réalités. Il faut que les dirigeants occidentaux nous respectent. Le Sénégal est quand même un pays souverain, un pays qui a ses propres réalités et ses propres coutumes. Et nous ne devons plus permettre à aucune autorité étrangère de venir dans notre pays rien que pour évoquer ou faire l'apologie, n'est-ce pas, de l'homosexualité, surtout à l'université et devant un parterre de jeunes. Et c'est la énième fois que des autorités étrangères débarquent au Sénégal pour évoquer ce sujet qu'est l'homosexualité. Et sur ce, il faut que nos autorités soient fermes et intransigeantes, n'est-ce pas, par rapport à ce phénomène contre nature. L'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal, un point, un trait. Le Sénégal est quand même un pays de croyants, un pays qui a ses propres valeurs et ses propres coutumes. À Diamniadio, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que l'enveloppe de 717 milliards injectée par l'État du Sénégal dans la construction d'ouvrages de drainage, de stockage et de pompage des eaux pluviales dans la restructuration de zones inondables ainsi que dans le relogement de sinistrés n'a pas réussi à atteindre les résultats exaspérés. Et puis Ousmane Sonko précise que ce programme fera l'objet d'un audit approfondi pour mieux cerner son utilisation avant d'appeler l'État à être plus fort pour en finir avec l'anarchie dans la gestion des inondations. Le Premier ministre présidait ce jeudi le Conseil interministériel sur les inondations. Nous l'écoutons au micro de Moussa Pouy Djaraf et Omar Diouf. Il n'y a pas de vraiment exceptionnel qui puisse justifier des inondations massives. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement et l'indiscipline citoyenne quelquefois sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Le maximum de ressources dans le règlement définitif étant entendu qu'il restera toujours des problèmes liés à certaines zones. Parce que si les quartiers flottants ont été installés sur d'anciens marais, d'anciens marigots, il sera extrêmement difficile de régler définitivement ces problèmes. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectés à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé d'organiser cette journée citoyenne
qu'il présidera lui-même quand lui sera sur le terrain, où on appellera tous les citoyens, chacun dans son quartier, dans son village, dans son département ou dans sa ville, à se mobiliser. Évidemment, c'est une journée symbolique, mais cette mobilisation ne doit pas s'arrêter. À Diass, parlons de l'affaire qui oppose la commune de Diass à l'entreprise Les Ciments du Sahel, mais aussi de l'ex-projet du centre d'enfouissement technique. Lors d'un point de presse, Mamadou Ndione, le maire de Diass, a fait savoir qu'il était important d'apporter des éclaircissements sur cette affaire. Il est donc monté au créneau. Ses propos sont recueillis par Assoso. Le 25 février 2022, à l'instar d'autres communes, nous avons délibéré sur des droits de voirie à raison de 2000 francs par camion et par jour en sortie des carrières. Comme on le voit, cette somme ne représente pas grand-chose. Contrairement à ce qu'a écrit le chargé de communication de l'entreprise Les Ciments du Sahel, nous avons fait une délibération de portée générale et non un acte spécifique portant sur des camions qui sortent de l'usine Ciment du Sahel. Quand un chargé de communication dit une telle contre-vérité, c'est vraiment pathétique. Le 25 mars 2022, nous avons tenu une réunion avec tous les exploitants de carrière, concessionnaires comme temporaires, pour leur signifier le sens de notre délibération. Quasiment tous ont accepté de payer, sauf l'entreprise Les Ciments du Sahel. Et puis la région de Tambacounda compte désormais 3 directeurs de sociétés nationales après Tidjane Sidibé à l'ANAT, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Le président de la République a nommé d'autres autres fils de cette région, en l'occurrence Djouma Kobor, qui est directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, et Djamé Signaté à l'Agence de développement local, dénomination bien appréciée par le coordonnateur départemental de PASTEF au vu de l'engagement de ces derniers pour le triomphe de la coalition dans cette région orientale. Voici Abdoumba Kessam au micro de Sambou Biagui. Encore une fois, c'est Tamba qui vient d'être honoré. Honoré par ses dignes fils qui, évidemment, ont cette capacité, ont cette maturité, mais surtout cette compétence de diriger ces types de boîtes. Dans un premier temps, nous avions vu la nomination de M. Tidjane Sidibé à la tête de l'ANAT. Nous nous sommes vraiment satisfaits de cette nomination et nous disons encore bon courage à l'État, bon courage à notre gouvernement qui ont pensé effectivement à ces dignes fils. S'y ajoute M. Kobor de Koupentoum, s'y ajoute encore M. Djamé Signaté de l'ADL, c'est encore extraordinaire, mais ça ne va pas s'arrêter à un si bon chemin. Nous souhaitons que d'autres nominations s'en suivent et que véritablement nous pensons que Djamé Signaté, qui vient d'être nommé à la tête de l'ADL, travaillera effectivement pour le Sénégal, mais travaillera pour Tambacounda. Il fait partie de ces gens-là qui ont su dire non au moment opportun. Il fait partie effectivement de ces gens-là qui, depuis le début, depuis la naissance de PASTEF à Tambacounda, il était là, il nous a accompagnés. Donc c'est véritablement très normal qu'il soit nommé. Voilà, Djamé, on le sait, c'est un homme très humble. Et nous attendons beaucoup de choses de sa nomination. Nous attendons qu'il accompagne ces jeunes du Sénégal en général, mais ceux de notre chère région de Tambacounda. Bien sûr qu'il sait ce qu'il fera et nous saurons exactement que nous ne serons pas déçus avec Djamé Signaté. Il a le niveau, il a cette humilité qu'on attend de lui pour que le développement, effectivement, qu'on attend de cette boîte puisse avoir. Restons dans cette région orientale, à Tambacounda. Nombreux sont les producteurs qui peinent à trouver des financements ou à accéder au marché pour l'écoulement de leurs produits. C'est pourquoi le projet à venir, mis en œuvre par MEDA à travers plusieurs chaînes de valeur,
a organisé une mini-foire pour faciliter les échanges entre acteurs pour y apporter des solutions. Khalifa Ababakar Sey, coordonnateur du projet à Tambacounda, au micro d'Amadou Diallo. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une foire, d'un événement de réseautage qui nous permet de mettre en relation les clients, mais aussi les clients et les fournisseurs d'intrants. Donc actuellement ici on a des fournisseurs d'intrants, des vendeurs de matériel agricole, des vendeurs d'intrants agricoles, mais aussi des femmes transformatrices qui sont venues exposer leurs produits. Donc cette foire leur permet de mettre en exergue les produits qu'ils ont entre leurs mains, mais aussi de créer des liens, des contacts avec les échanges avec les acheteurs. MEDA est en train de travailler, beaucoup travailler sur ça en collaboration avec SIAT, le Centre international d'agriculture tropicale, qui est venu avec même des experts qui sont venus du Kenya, en collaboration avec Say Agrobusiness. Donc nous sommes en train de beaucoup travailler à accompagner les producteurs, mais aussi les fournisseurs d'intrants. Donc c'est une approche chaîne de valeur. Donc MEDA accompagne les producteurs, les transformateurs, les transporteurs même de ces produits de chaîne de valeur. Oui, il y a quelques difficultés par rapport au financement, mais là aussi MEDA a beaucoup avancé dans ce sens, le financement. Mais aussi il y a le problème de commercialisation des produits transformés. Et là aussi MEDA a fait beaucoup de choses dans ce sens. Voilà, dans le département de Tambacounda, les chaînes de valeur choisies, c'est la riziculture, le riz, c'est les produits horticoles, le piment, le gombo, le bissap. Et puis, une journée scientifique s'est tenue à l'École nationale des travailleurs sociaux ENTSS ce vendredi, un événement d'échange et de partage. Cette journée qui a comme thème « Quelles orientations pour le travail social au Sénégal dans un contexte marqué par des mutations a pour but de promouvoir et de valoriser le travail social ». Dr Amadou Ndoye, directeur de l'ENTSS, que nous écoutons. Vous savez, dans cet établissement, qui est un établissement, j'ai l'habitude de le dire, c'est un établissement d'excellence, dans la mesure où l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés fait partie des rares écoles en travail social qui existent dans la sous-région. En tout cas, pour votre information, pour notre information à tous, au-delà des étudiants qui sont des Sénégalais et qui sont ici, nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent de tous les autres pays, en tout cas, qui sont là, que ce soit du Cameroun, que ce soit, je sais pas, du Mali, la Gambie, Guinée, etc. Nous avons même eu des Cap-Verdiens, etc., etc. La liste peut être longue. L'avantage ici à l'ENTSS, c'est qu'il y a la pluridisciplinarité en termes de formation. Autrement dit, vous avez les gens qui sont formés en insertion des personnes handicapées, protection des droits de l'enfant, médiation familiale et communautaire, développement communautaire, etc. Il y a des assistants sociaux, il y a etc., etc. La liste est longue. Mais toutes ces générations-là qui sont formées ici à l'école, il y en a qui aujourd'hui exercent dans différents domaines. Et aussi, il est important aussi de mutualiser tout cela. Et je prends ma dynamique de réforme que j'ai engagée ici à l'école qui permettrait de pousser cette école-là à ce qu'on appelle le LMD, licence master doctoral. Le travail est fait. Le décret maintenant est entre les mains des autorités qui vont bientôt certainement le signer pour que cette école puisse basculer au système licence master doctoral. Le travail est fait. C'est-à-dire que le travail a été fait. Nous avons fait toutes les commissions. Quand je suis arrivé ici, le premier travail que j'avais fait, c'est une sorte d'évaluation, une sorte de l'état des lieux par rapport à tout. Nous avons fait des séminaires, nous avons monté des maquettes, nous avons fait des licences 5 masters pour pouvoir ouvrir une école doctorale parce qu'aujourd'hui, nous sommes très impliqués dans ce qui se passe. Amsatou Gano, Sayer Junior Ndiaye, et puis parlons culture, une cérémonie consacrée à l'ouverture de la 32e édition du Festival international de jazz à Saint-Louis s'est déroulée jeudi après-midi sur le mythique bateau Bou El Mogdad en présence de plusieurs personnalités dont le maire de la ville Mansour Faye. Ce festival international est organisé à l'initiative de l'association Saint-Louis Jazz, laquelle a été créée en 1992. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette actualité du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèles en compagnie de nos programmes sur GTV.